Bonjour tout le monde. Alors, l'objectif, c'est un peu de faire le point sur les commotions cérébrales en 2023. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt relié aux commotions. Les objectifs généraux, c'est vraiment d'essayer de revoir avec vous la définition. Elle a été un peu mise à jour, adaptée en 2023. Donc, vous présenter un peu quelles sont les nouvelles normes, de bien comprendre comment on l'identifie, comment on le reconnaît et c'est quoi les outils disponibles pour ça, de pouvoir bien déterminer et bien comprendre la prise en charge initiale de la commotion cérébrale. J'ai aussi essayé de préparer pour faire un peu la distinction entre les différents intervenants, quel est le rôle des différents intervenants impliqués au niveau de la prise en charge de commotion, revoir c'est quoi les conséquences d'une commotion et comment on peut aussi travailler en prévention au niveau des commotions. Donc, si on regarde de façon générale, pourquoi on parle autant de commotion cérébrale, de plus en plus, vous entendez parler que la commotion cérébrale, c'est un problème de santé publique. Pourquoi? C'est parce que d'abord et avant tout, ça touche une population jeune et en santé. Si on regarde les chiffres, c'est assez quand même impressionnant. Aux États-Unis, on rapporte plus de entre 1,1 et 1,8 millions de commotions par année chez les moins de 18 ans. Et quand on regarde chez les jeunes de moins de 18 ans, 45 à 65 d'entre eux ne consultent pas pour une commotion cérébrale. Et quand on regarde les adultes, c'est pas beaucoup mieux, c'est moins de 50 qui consultent pour une commotion cérébrale. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi, vous allez entendre l'épidémie silencieuse, parce que c'est souvent une blessure que les gens ne vont pas d'emblée consulter. Quand on regarde au Canada, on a un système un peu moins bien structuré que les États-Unis pour faire un recensement global, mais on rapporte quand même plus de 200 000 commotions par année. Et en Ontario, dans une étude des 7 ou 8 dernières années, on a noté progressivement une augmentation de consultation en soins primaires pour les commotions cérébrales. Sport à haut risque, je ne vous apprendrai pas grand-chose, mais il y a quand même quelques faits intéressants. Donc, chez les garçons, c'est d'abord et avant tout le football, la crosse, le hockey sur glace et la lutte. Et quand on regarde spécifiquement les jeunes de 5 à 14 ans, c'est vraiment le hockey. Chez les femmes, c'est d'abord le soccer, la crosse, le hockey sur gazon, le basket. Et quand on regarde le groupe spécifiquement 10-19 ans, c'est la ringuette, qui est suivi par les sports équestres, qui n'est souvent pas un sport que vous allez d'emblée penser avec un potentiel élevé de commotion cérébrale. Et si on regarde chez les enfants plus jeunes, donc on descend dans les 5 à 9 ans, vous ne serez pas surpris, c'est le toboggan, le traîneau. Et ça arrive en troisième position chez les hommes après le hockey et les cours d'éducation physique, et en deuxième position chez les femmes après le hockey. Donc, de la commotion cérébrale, il y en a dans tous les sports, non pas juste aux sports bien structurés et organisés, mais aussi dans les sports de loisirs. Donc, la commotion cérébrale, je dirais, on en parle beaucoup plus depuis les années 2000. Le premier consensus d'experts a lieu à Vienne en 2001. Et depuis 2001, à peu près aux 3 ans, avec la pause COVID, il y a des regroupements d'experts qui se réunissent et qui remettent à jour les différentes directives en fonction des avancées au niveau de la recherche. Le dernier consensus a lieu il y a 1 an, en octobre l'an dernier, en 2023, à Amsterdam. Ce que les experts regardent, c'est qu'ils vont revoir, oui, la définition, oui, les populations visées, mais aussi quels sont les outils qui peuvent nous aider à diagnostiquer, quelle est la notion de repos, on en fait trop, on en fait pas assez, comment on gère le retour à l'apprentissage et le retour au sport, et quelles sont les conséquences et comment peut-on prévenir. Donc, on va essayer de passer de façon générale à travers tout ça. En 2016, au dernier consensus avant 2023, les experts ont essayé de regrouper sous la forme des R. À ce moment-là, c'est 12 R. Avec 2023, on est rendu à 14 R. Les R, c'est pour essayer de donner un peu c'est quoi la séquence, c'est quoi tous les secteurs qu'on doit regarder pour évaluer une commotion cérébrale. Je vais vous les nommer, mais on ne passera pas en détail chacun de ceux-ci parce que là, j'aurais besoin de plus qu'1 heure et demie de conférence. Donc, reconnaître, on va en parler beaucoup, retirer du jeu. La réévaluation, c'est la période où on réévalue le jeune lorsqu'il est sorti du terrain et parfois suivi en bureau. La notion de repos, je vais y revenir, qui est très importante, qui a eu des gros changements dans les dernières années. Toute la partie prise en charge, réhabilitation, quand est-ce qu'on doit référer à des spécialistes avec plus d'expertise, comment on définit le rétablissement, comment on encadre le retour à l'apprentissage, le retour au sport, quand est-ce qu'on doit se reposer des questions parce que parfois il peut aussi y avoir des problématiques sous-jacentes qu'on pense que c'est la commotion qui persiste, mais c'est une autre problématique qui s'est développée, qu'on doit adresser,
comme étant un problème de santé différent. C'est quoi les risques de séquelles et les conséquences de ça? Comment on réduit, donc tout le volet prévention au niveau des risques. La retraite, c'est vraiment quelque chose qui a été discuté et abordé lors du dernier consensus. Comment et quand on conseille à un athlète de prendre sa retraite. Et je dirais tout le volet recherche, comment on peut continuer à améliorer et améliorer les choses à ce niveau-là. Donc, la définition plus scientifique, théorique, elle est assez semblable à ce qu'elle était. Donc, ça prend un impact. Un impact, ce n'est pas juste un coup direct à la tête. Ça peut être un coup au corps qui va emmener un mouvement de va-et-vient au niveau de la tête qui peut provoquer une commotion cérébrale. Ce trauma-là va emmener une cascade énergétique, donc il va avoir un dérèglement au niveau métabolisme, au niveau du flux sanguin, qui va emmener un dysfonctionnement intracellulaire au niveau du cerveau, qui peut parfois, selon la force de l'impact, aller jusqu'à des lésions microscopiques au niveau de l'axone. Cette cascade-là, ce dérèglement-là intracellulaire amène la présence de signes et symptômes qui ne sont pas égales à une perte de conscience. Donc, une commotion cérébrale, le premier symptôme, ce n'est pas la perte de conscience. Ça fait partie de l'ensemble des symptômes possibles, mais ce n'est pas l'unique symptôme. Et on va les revoir. Et tout ça va évoluer et on va nous permettre de faire le diagnostic de commotion. Je mets l'imagerie parce que l'imagerie standard, donc le scan, le CT scan, le TACO, la résonance magnétique, sont normales dans une commotion. Quand ils sont anormales, c'est qu'on a des lésions sous-jacentes au niveau du cerveau et souvent, à ce moment-là, on va parler de traumatisme crânio-cérébral modéré ou sévère selon les lésions qu'on va trouver. Bien, la commotion cérébrale du sport comme telle, l'imagerie, elle est normale. Reconnaître au niveau du jeu, donc qui est la partie, je dirais, la première étape la plus importante. Vous avez, certains d'entre vous, probablement entendu parler du CRT, le Concussion Recognition Tool, donc la version 6, parce que c'est le 6e consensus qui a été fait en 2022, a été revu. L'objectif de ça, c'est pour permettre aux non-professionnels de la santé d'avoir un outil qui leur permet de pouvoir les aider à suspecter une commotion et savoir quoi faire avec dans l'immédiat. Ce que ça comprend, c'est quand est-ce qu'on doit référer à l'urgence un athlète qui a eu une commotion cérébrale. Quelqu'un qui a un problème, qui se plaint de douleur au cou, c'est la première intervention pour nous, on doit l'immobiliser, on doit le faire référer pour une évaluation. Quelqu'un qui a eu des mouvements convulsifs, donc des mouvements des bras, qui peut laisser suspecter parfois quelque chose de plus grave, pas nécessairement, donc ce n'est pas une équation, il y a eu des mouvements convulsifs et il y a quelque chose de grave. On sait qu'il y a certaines commotions cérébrales dans le sport qui peuvent avoir des mouvements de type convulsif, mais qui n'auront pas nécessairement de séquelles à long terme. Perte de vision, perte de conscience prolongée, on s'entend pas moins d'1 minute. Une détérioration de l'état, donc le jeune n'était pas si pire, il se lève, mais plus ça va, plus il devient confus. Une incoordination, plus ça va, plus il y a de la misère, il chute, il y a de la difficulté à se mobiliser normalement. Des maux de tête qui s'intensifient aussi, donc des vomissements qui apparaissent. Donc ça, ce sont des signes que vous retrouvez dans le SCAT-6 sur OK, quand il y a ça, vous êtes un non-professionnel de la santé référé à ce moment-là. Il y a aussi la section « Qu'est-ce qui nous fait suspecter une commotion cérébrale? » Donc, on parle, une perte de conscience, un manque de réactivité, déjà, ça doit allumer un drapeau. Un jeune qui reste couché, immobile, qui ne réagit pas vraiment sur la surface de jeu, doit nous faire penser qu'il y a probablement eu un impact qui a amené une commotion cérébrale. Un jeune qui est de plus en plus, comme je disais, désorienté, vient vous voir, vous le voyez, il a un peu le regard vague, il regarde le jeu, mais vous avez l'impression qu'il ne comprend pas grand-chose. C'est des signes indirects qui peuvent nous permettre de suspecter une commotion cérébrale. Une incapacité à répondre à des questions, une lenteur à se relever, une lenteur exagérée dans ses mouvements, donc un peu un manque de coordination. Et souvent, oublier les blessures au visage. Donc, souvent, on va dire « Ah, il s'est coupé au niveau du visage, donc c'est pas grave, mais il faut aller voir un peu plus comment il s'est coupé, parce que s'il a été coupé, est-ce qu'il a été frappé? Et s'il a été frappé, il y a peut-être une commotion sous-jacente. » Ce qui est bien dans le CRT6 et dans le SCAT aussi, on a essayé de diviser en sections. Donc, les signes et symptômes physiques. Donc, on va à maux de tête, pression dans la tête, troubles d'équilibre, somnolence, nausée, sensibilité à la lumière, au bruit.
Plus les symptômes, je dirais, d'humeur, donc un jeune qui devient très émotif, hyper irritable, qui pleure, puis que vous dites, OK, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, il ne pleure jamais. Ou des changements cognitifs. Il est mêlé, il a de la difficulté à se rappeler les choses, il va se plaindre aussi d'être plus ralenti, de chercher ses mots. Donc, quand vous avez ce type de symptômes-là, encore là, ça doit allumer un drapeau, possibilité de commotion. Le plus important, donc, on l'a dit, reconnaître. Donc, dès qu'on a une suspicion, on doit retirer le jeune du jeu. Il n'y a vraiment aucun retour au jeu qui est permis, même si ce n'est qu'une suspicion pour la même journée. Le jeune doit être, on suspecte une commotion cérébrale, il doit être retiré du jeu, observé, et par la suite, un professionnel de la santé pourra à ce moment-là décider oui ou non, il y a une commotion cérébrale. L'important, c'est qu'il faut le retirer du sport, mais il faut aussi souvent planifier déjà les choses au niveau de l'école. Et si c'est un ado ou un jeune adulte, penser à son travail. On ne veut pas le laisser seul, donc souvent, on va s'assurer qu'il y a un adulte ou quand c'est nos jeunes adultes qui, des fois, sont en appartement, sont partis de la maison, s'assurer qu'il y a un coéquipier qui peut veiller sur lui. On n'est plus à l'époque où on disait aux gens qu'il faut réveiller les gens aux heures puis s'assurer qu'ils se réveillent puis qu'ils nous parlent, mais c'est beaucoup plus d'être sûr qu'il y a quelqu'un auprès de lui qui peut aller vérifier, oui, il a l'air à dormir normalement, oui, il bouge, oui, il est correct. Eh bien, et référer au bon professionnel de la santé. J'en ai parlé, il faut communiquer, et chez le jeune, c'est vraiment à tous les niveaux. J'ai mis l'athlète au centre, il ne faut pas oublier de parler à la famille, bien entendu si c'est un jeune. Il faut aussi s'assurer que l'école est avisée de ça, que les entraîneurs sont avisés de ça, et très souvent de voir, et c'est très souvent par l'entraîneur, aussi l'équipe, comment elle est avisée de ça. Donc, tous ces niveaux-là, on doit s'assurer que la communication, elle est fluide, de façon à éviter que ce soit le jeune qui soit au centre de la communication et qui reçoive les pressions des différents intervenants. Le ministère a développé une feuille de suivi qui est basée beaucoup sur le CRT, donc qui vous permet d'avoir les signes de détection, qui vous permet de voir les signaux d'alarme et qui permet de noter sur le fait c'est quoi les symptômes que le jeune a présentés. Et ça, je vous dirais, c'est important de s'assurer que le jeune ou le parent, si c'est un plus jeune, là avec lui pour aller voir le professionnel de la santé. Parce que nous, déjà, ça nous permet de voir, OK, sur le moment, il y avait ça et aujourd'hui, quand je le vois, il y a ça. Donc, ça nous permet d'avoir le suivi et de voir est-ce qu'on est face à quelque chose qui évolue, est-ce qu'on est face avec quelque chose qui a changé de présentation et que là, bien, finalement, c'est peut-être pas une commotion. Les rôles de chacun des professionnels, bien, je vous dirais, à peu près tous ces professionnels-là, donc le médecin est souvent le premier intervenant qui va être vu, mais sachez qu'il y a des physiothérapeutes qui ont des formations au niveau commotion cérébrale et qui peuvent aussi accompagner dans le diagnostic et dans la prise en charge. Les thérapeutes du sport sont aussi un peu au même niveau, donc eux n'ont pas encore l'autorisation de donner le retour au jeu en théorie, mais ils peuvent s'assurer de confirmer que oui, c'est une commotion, d'être capable d'accompagner le jeune à travers les différentes étapes de retour et de pouvoir l'aider à gérer dans les symptômes. Les chiropraticiens du sport, surtout, sont ceux qui sont formés et qui souvent ont fait des formations spécifiques pour la commotion cérébrale. Le chiropraticien général peut l'avoir fait selon son intérêt, mais il y a maintenant un bon regroupement de chiropraticiens du sport qui, eux, ont vraiment développé à travers leurs autres compétences la gestion de la commotion cérébrale. J'ai mis le neuropsychologue qu'on va utiliser beaucoup plus dans les cas un peu plus complexes, où là, par exemple, on a des défis avec le retour à l'école, le retour au travail, où là, on a besoin d'adaptation du milieu. Donc là, souvent, on va référer en neuropsychologie. Pas facile, très souvent dans le privé, peu d'accès au public. Donc, c'est très souvent le médecin qui va faire la décision à ce moment-là de référer ou non au neuropsychologue. Et le kinésiologue est carrément au cœur de toute la gestion du retour au sport. Donc, vous voyez, différents intervenants peuvent être impliqués, tout dépendamment du milieu où ils sont, des accès aux différents intervenants qui sont possibles. Je ne passerai pas à travers, mais on vous a mis dedans un peu où sont les sites. Donc, pour les médecins, le site de l'Association québécoise des médecins du sport, c'est souvent la référence pour voir dans votre coin, est-ce qu'il y a un médecin qui est diplômé en médecine du sport qui pourrait voir votre jeune.
Physiothérapie aussi, il y a l'Association des physiothérapeutes du sport du Canada qui, là, vous permet de voir est-ce qu'il y a des physiothérapeutes du sport dans votre secteur. Thérapeutes du sport, chiropraticiens ont aussi le site des chiros du sport. Neuropsychologues, leur liste est présente. Puis, dans les cas plus complexes, je vous dirais, ça arrive qu'on va référer au centre de réadaptation régional, où là, on peut avoir besoin d'une approche multidisciplinaire. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Dans les pertes, donc si je conclue sur juste la partie reconnaître, il n'est pas nécessaire de perdre conscience, il n'est pas nécessaire d'avoir un coup direct à la tête. Toute commotion doit être évaluée et on doit retirer le jeune du jeu systématiquement. Dans la réévaluation, comme je vous disais, donc le diagnostic de commotion cérébrale, vous avez vu, je ne vous ai jamais parlé d'un test. Toute l'évaluation, elle est clinique. L'observation du coup, les signes et symptômes qui peuvent apparaître, la réaction du jeune. Donc, il n'y a pas un outil, je dis toujours, je n'ai pas de thermomètre pour mettre dans la bouche pour dire « Ah, tu as une commotion cérébrale ». Donc, c'est vraiment l'ensemble des facteurs. Comme je l'ai dit, et ici, vous regardez l'échelle de symptômes, il n'y a aucun symptôme de la commotion cérébrale qui est spécifique à la commotion cérébrale. Il n'y a pas un symptôme que je vous dis « Ah, quand il y a ça, c'est automatique, c'est systématique ». Vous l'avez vu quand j'ai parlé de la définition fonctionnelle, il y a différents, on en a mis certains, ceux qui apparaissent en aigu, mais il n'y en a pas un qui est pire ou qui est pathognomonique de la commotion cérébrale. On va parfois, bon, à l'échelle de symptômes, dans le SCAT, il y a un score, l'échelle est de 0 à 6 et chaque symptôme, on peut totaliser le score. On va toujours faire attention au score total. C'est une indication, mais de baser uniquement sur le score total peut malheureusement parfois nous empêcher de voir est-ce qu'il y a un regroupement de symptômes qui est plus important, qui fait qu'on doit intervenir dans ce type de domaine-là avant, parce que c'est lui qui a été le plus affecté. Donc, j'ai toujours parlé, quand je parle aux thérapeutes ou physio, de faire attention au score total. C'est intéressant, mais il faut bien le comprendre, il faut bien l'évaluer dans son ensemble. Je vous ai parlé de facteurs historiques du jeune, donc les antécédents du jeune sont importants pour nous donner une valeur sur comment, quel type de jeune on a en face de nous, comment peut-il évoluer. Mais on sait aussi que quand la sévérité et le nombre de symptômes sont importants, on est probablement face à un jeune qui va prendre un temps de récupération plus grand. On a suffisamment d'études maintenant qui nous permettent de conclure ça. Quand on a des maux de tête et des troubles cognitifs dès le départ, on risque d'avoir un jeune qui va évoluer un peu plus lentement. Et quand on a de la céphalie, de la confusion, des troubles de mémoire, de la difficulté d'attention, de la fatigue et de l'étourdissement, là aussi, quand on a ces symptômes-là en aigu, on est fort probablement avec un jeune qui risque d'évoluer un peu plus lentement. Donc, l'échelle de symptômes, ce n'est pas juste oui-non, ça a un score. Et au niveau médical, nous, on va refaire des regroupements qui vont nous permettre d'évaluer différents secteurs et être capable de déterminer on est dans quel type de secteur. Est-ce qu'on a un jeune qu'on pense plus à quelque chose, donc style whiplash, atteinte cervicale, il faut d'abord traiter ça de façon à s'assurer que ce n'est pas un facteur indirect qui va retenir le jeune hors du jeu plus longtemps. On a beaucoup d'études maintenant au niveau vestibulaire qui nous permettent de voir que selon les symptômes présentés, parfois, on peut suspecter une atteinte au niveau vestibulaire. On a de plus en plus d'études qui nous permettent qu'au niveau visuel, on sait maintenant qu'il y a des zones atteintes au niveau du cerveau qui vont donner des symptômes visuels et que si on ne rétablit pas ça, le jeune va rester avec des problèmes. Donc, ça va être un jeune qui va prendre plus de temps à récupérer. Toute l'activité physique, et je vais y revenir dans la gestion du retour au sport, c'est aussi important de bien le doser. Et on a maintenant, on commence à avoir quelques études pour ce qu'on appelle le système nerveux autonome, qui est notre système qui gère l'ensemble de nos systèmes, notre système sympathique et parasympathique, est très important de bien comprendre dans la gestion du retour au sport. Et tous les problèmes cognitifs, et ne pas oublier le volet psychologique. Et dans le volet psychologique, on a aussi tout le volet sommeil. J'en parlais, on a maintenant de bonnes études qui nous disent qu'il y a une atteinte très souvent de problèmes de sommeil chez le jeune et que si on ne règle pas le problème de sommeil au départ, on va être avec un jeune qui va rester avec des symptômes pendant longtemps.
Donc, la prise, ça m'amène un peu vers la prise en charge. La prise en charge, vous allez être tanné de m'entendre à la fin, mais pas de retour le jour même où on suspecte une commotion. On va le répéter, et je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Quand un jeune a une douleur autre, parce qu'il faut savoir que le jeune, il peut se faire une commotion, mais il peut se faire une déchirure du ligament croisé aussi, là. Donc, la douleur, il faut la gérer aussi en fonction de où elle est et à quoi elle correspond. Faire attention aussi parce que surtout nos athlètes, nos jeunes en sport-études et nos équipes nationales et nos équipes juniors, ils vont rapidement vous dire qu'ils vont bien. Donc, la récupération subjective, elle est toujours présente avant la récupération objective. Donc, c'est pour ça aussi que la recherche travaille beaucoup à essayer de nous emmener avec des nouveaux outils pour essayer d'objectiver chacun des secteurs et être capable d'intervenir où on doit intervenir. Parce que quand on demande à un jeune, est-ce que tu as des symptômes? 90 du temps, la réponse, non, ça va bien. Et quand on sort l'échelle de symptômes, puis que je dis, OK, je veux que tu me dises 0 à 6, tu es où là-dedans? Tout à coup, j'ai 6 symptômes. J'en ai à 4, j'en ai à 3, j'en ai à 1. Donc, c'est vraiment important d'essayer le plus possible d'objectiver nos choses. Et quand vous avez peu de ressources, je dirais, si vous n'avez pas de ressources locales, il faut juste faire une approche beaucoup plus conservative. Il faut y aller progressivement parce que, comme je vous dis, malheureusement, si on leur demande juste quoi faire, comment ils vont, ça va toujours bien. Parce que le plus important pour eux, c'est de retourner au sport. Repos initial, on en a parlé, on en a beaucoup entendu parler. Ceux qui se rappellent, qui sont là depuis longtemps, initialement, on disait, tu es au repos, tu ne fais aucune activité physique tant aussi longtemps que tu n'as plus aucun symptôme. On s'est rendu compte que ça, c'est mauvais pour le cerveau et que le cerveau récupère mieux dans un certain niveau d'activité physique. Et j'insiste sur activité physique, ce n'est pas de l'entraînement, c'est de bouger pour stimuler le cerveau. Je donne souvent la comparaison. Quand moi, j'ai gradué il y a trop longtemps, on opérait les gens pour une chirurgie de la hanche et ils étaient hospitalisés une semaine, couchés au lit, sans rien. Aujourd'hui, on fait une chirurgie de la hanche. Si tu es opéré le matin, le soir, tu dois te lever puis faire quelques pas. Parce qu'on s'est rendu compte que l'activité physique stimulait la guérison, bien, au niveau du cerveau, on a maintenant des études suffisamment probantes pour nous dire qu'une activité physique légère, précoce, en deçà du seuil de symptômes, et c'est ça l'élément clé. Donc, notre jeune a encore des symptômes, il peut aller marcher, il peut aller faire une activité physique non à risque, pour stimuler un peu son cerveau, mais ne pas déclencher des symptômes nouveaux ou ne pas augmenter la sévérité des symptômes. Au niveau cognitif, on veut aussi, dans le premier 48 heures, le mettre au repos. Tous nos jeunes, incluant nous-mêmes, les moins jeunes, on est sur nos ordis. On est sur le téléphone, on est sur les tablettes. Le premier 48 heures, on va limiter les écrans. Ça ne veut pas dire qu'il doit être enfermé dans une chambre dans le noir. Ça veut juste dire, tu peux faire un peu d'écran, mais dès que tu as des symptômes qui veulent augmenter, tu arrêtes. Et pour le premier 48 heures, on les minimise au maximum. Et je reviens sur le sommeil, parce que ça, c'est vraiment l'élément clé maintenant du dernier consensus. On sait qu'une mauvaise qualité de sommeil va augmenter la durée des symptômes, donc retarder une progression favorable. Donc, vraiment questionner et s'assurer que le jeune a un bon environnement qui favorise le sommeil et qu'on s'assure qu'un horaire de sommeil est conservé. J'ai mis la batterie, pour ceux qui m'ont déjà entendu, j'utilise beaucoup la gestion d'énergie en utilisant la batterie. Et très souvent, l'exemple que je prends, c'est le iPhone 2 versus le iPhone 14. Si vous essayez de faire une mise à jour avec tous les programmes que vous avez sur un iPhone 14, sur un iPhone 2, votre batterie va à peu près durer 1 heure. Si, par contre, donc, le jeune qui a une commotion cérébrale, son cerveau, je dis souvent aux jeunes, tu as un iPhone, je dis 4, parce que 2, je ne suis pas sûre qu'ils savent c'est quoi, là, mais tu as un iPhone 4. Alors, tu n'as pas plus d'énergie que si tu essayais de traire tes affaires sur un iPhone 4. Donc, ça ne donne rien de dire, je vais pousser un peu plus, non, la batterie est vidée. Et ça, pour ce qu'on en comprend maintenant, c'est toute la cascade métabolique que je vous ai mentionnée au départ. Donc, on a un dérangement de fonctionnement intracellulaire, l'énergie que le cerveau a besoin pour faire fonctionner ses cellules
elle est plus exigeante que d'habitude. Donc, la même tâche qui normalement n'amenait pas de fatigue, là, en génère. Donc, je vous ai nommé un peu, et je vous ai déjà parlé, on va être très insistant au début, et on parle de la période aiguë, là, le premier 48 heures, de bien gérer, de s'assurer qu'on gère l'énergie. On va revenir sur l'énergie tout le long de la guérison, parce que tant que notre cerveau n'est pas 100% rétabli, c'est une demande, toute activité est une demande d'énergie supplémentaire au niveau du cerveau. On va souvent dire une seule activité à la fois, et les activités qui demandent le plus, les faire tôt le matin, de façon à être capable de cumuler des activités dans la journée, de façon à avoir une certaine activité sur toute la journée, mais les activités plus demandantes tôt, les activités moins demandantes en fin de journée. Et on va parler beaucoup de micro-pauses. Donc, ce qu'on veut dire par micro-pause, c'est est-ce qu'à ce moment-là, tu fais une activité, ça va bien, prendre une pause, ça n'a pas besoin d'être 2 heures, ça peut être 15 minutes, ça peut être 10 minutes, pour par la suite être capable de poursuivre et de cumuler, plutôt que de faire une grosse avant-midi, mais d'être couché tout le reste de la journée. Donc, ce qu'on veut, encore là, je reviens, activité physique, mais je viens activité générale. On veut que notre jeune soit stimulé par petites stimulations sur une longue période plutôt qu'une grosse stimulation dès le départ qui fait qu'il n'y a plus d'énergie pour le reste de la journée. Au niveau académique, là aussi, je vous dirais, le dernier consensus aurait fait une mise à jour là-dessus. Malheureusement, il nous manque encore beaucoup d'études pour être très, très pointus sur nos recommandations. Mais on s'est rendu compte dans certaines études que le fait de retirer un jeune de façon prolongée de l'école était plus nocif que bénéfique. Nocif dans le sens qu'il ne faut pas oublier, surtout chez nos jeunes, je dirais primaire, secondaire et même cégep, l'école, c'est leur milieu social. Donc, le fait de les retirer de l'école, très souvent, on les retire de leur milieu et on les met en isolement, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Donc, on s'est rendu compte chez un jeune qui a énormément de symptômes au tout début, oui, un retrait de l'école peut être bénéfique pour donner le temps de passer la crise aiguë, mais très souvent, ça, c'est quelques jours, au maximum une semaine. Mais dès que le jeune est capable de cumuler certaines activités, bien, on va travailler en fonction d'adaptation. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la communication, elle est vraiment essentielle. Parce que c'est là qu'on va, à ce moment-là, travailler avec l'école, travailler avec les parents, travailler avec les professeurs pour dire, OK, il n'est peut-être pas capable de faire toute la journée, mais est-ce qu'il peut aller à des demi-journées? Est-ce qu'on peut faire une journée, mais il est très attentif là, il y a une activité moins chargeante. Par la suite, il sort, j'aurais fait le premier cours, il sort au deuxième cours, il revient au troisième cours, donc de varier au niveau scolaire. J'ai marqué, il ne faut pas oublier les autres tâches. Vous le savez tous, nos ados ont des agendas très chargés, et même nos jeunes au primaire. Donc, école, ils ont du bénévolat, ils ont des cours de musique, des cours de danse ou autres. Donc, quand je parlais de gérer l'énergie, il faut tenir en compte tous ces éléments-là. Il y a un protocole qui a été mis en place pour le retour à l'apprentissage, qui est en 4 étapes. Et la première étape, c'est vraiment, repos, premier 48 heures, reprise des activités. Donc, on va souvent doser par les activités de la vie quotidienne pour par la suite rentrer progressivement des activités scolaires pour un retour à l'apprentissage complet. Ce qu'on veut, et encore là, le ministère a fait un formulaire qui permet de regrouper ces différentes tâches-là. Et je dirais, c'est important que le jeune arrive avec ça parce que nous, on peut cocher. Au niveau médical, on en a fait un aussi au niveau de l'association qui va un peu plus dans les détail, mais les deux sont très complémentaires. Donc ça devient à ce moment-là un outil de communication pour les jeunes, d'être capable de bien comprendre et doser comment je gère mon retour à l'apprentissage, mais de façon plus concrète. Parce que quand on va juste dire à un jeune oui, vas-y, puis quand tu as des symptômes finis, bien, souvent, ils vont dépasser la limite. Donc, il faut essayer de bien questionner, et je dirais, c'est sûr que les gens près du jeune sont les mieux placés, souvent encore mieux que nous, les professionnels, pour connaître l'agenda en détail. Ça, c'est un exemple de retour au sport, au niveau scolaire. Donc, oui, on a la commotion, on a un repos le dimanche, on a quelques activités cognitives. Bref, le lundi, ça peut être un ami qui vient porter des devoirs, puis on voit comment il les fait à l'école, à la maison, et on progresse pour des demi-journées pour un retour complet.
Le plus important, c'est que de plus en plus, on va dire, et on doit avoir un retour à l'apprentissage complet avant une reprise de l'entraînement sportif. J'utilise à ce moment-là entraînement sportif. Je vous ai parlé tout à l'heure, on veut une reprise de l'activité physique tôt, pas de l'entraînement. Mais quand on parle d'entraînement, donc de cumulation d'heures, de niveau de complexité un peu plus grande d'activité physique, ça, on doit avoir un retour à l'apprentissage complet avant d'arriver là. J'aime bien cette diapo-là parce que je vous dirais, l'athlète est vraiment au cœur et l'ensemble, c'est l'ensemble des pressions qu'il va subir. Différents niveaux, donc qui va s'appliquer différemment selon que c'est un jeune en sport-études, que c'est un jeune d'un club ou que c'est un jeune d'une équipe nationale ou qui veut aller sur une équipe nationale. Mais je dirais, de façon générale, c'est les noms qui changent. Mais chaque carreau est à peu près toujours la même chose. La famille, les coéquipiers, l'entraîneur, l'école, la carrière, donc la pression au niveau sport. Tout ça, c'est des pressions que le jeune va avoir sur lui. Donc, l'utilisation des outils qu'on a montrés, des fiches de communication, des fiches de symptômes, des fiches de prescription d'activité physique et de retour à l'apprentissage sont, quant à moi, des outils qui nous permettent d'enlever de la pression sur le jeune. Parce que ce n'est plus lui qui transmet l'information, ce n'est pas lui qui dit ce qu'il a compris ou pas compris, mais il y a quelque chose d'écrit qui est clair et qui permet à ce moment-là aux jeunes de donner ça à l'adulte et d'éviter les erreurs. Et pour moi, c'est vraiment plus de diminuer la pression. Si vous vous souvenez, dans les secteurs atteints que je vous ai mis tout à l'heure, il y a psychologique. Bien, le psychologique, ça comprend aussi cette pression-là qu'on doit être meilleur à gérer pour éviter de ralentir le processus de guérison d'un jeune. Le retour au sport, les derniers changements sont beaucoup plus par rapport à la durée. Vous avez tous entendu parler d'une commotion, ça dure 10 jours. Moi, je dirais une commotion, ça durait 10 jours il y a 20 ans, parce qu'on ne connaissait pas ça, puis parce que quand le jeune était capable d'agir à peu près normalement, c'était correct. Aujourd'hui, dans les dernières études, on se rend compte qu'une commotion cérébrale, ça dure plus autour de 20 jours avant d'être d'un retour à temps complet sans restriction. On sait aussi, on a suffisamment d'études maintenant qui nous permettent de dire qu'un jeune qui poursuit son sport alors qu'il était symptomatique augmente d'environ 8 fois son temps de récupération au-delà de 21 jours. Donc ça, c'est important de le passer comme message. Et je vous dirais, pour vous qui êtes dans les dirigeants, c'est important de, je dirais, briser cette culture-là, de dire, normalement, tu vas revenir dans 10 jours. C'est pas vrai, c'est pas 10 jours, ça va être plus que 20 jours. Et il y a des études qui ont démontré que quand le milieu a un protocole de commotion, a une acceptabilité de la commotion cérébrale et que les protocoles sont respectés, on améliore la qualité et les jeunes, je dirais, mentionnent leur commotion cérébrale plus tôt, ont des meilleurs résultats et des retours plus rapides. Donc, les gens vont dire, oui, mais on ne veut pas trop en parler pour pas que tout le monde ait peur, mais je vous dirais, souvent, ça ne marche pas. De ne pas en parler pour ne pas avoir que le monde ait peur, justement, le monde ne le dise pas, continue à jouer avec des symptômes, et là, on se ramasse avec des cas complexes qu'on aurait pu éviter si la prise en charge initiale avait été faite dès le départ. Un deuxième trauma dans plus de 24 heures, et je vais y revenir, augmente le nombre de symptômes, mais augmente surtout le risque de complications graves qui peut aller jusqu'au syndrome du second impact qui peut amener un décès. Donc, un jeune qui continue et qui aurait un deuxième impact alors qu'il est symptomatique peut mettre sa vie en danger. La reprise des activités physiques, j'en ai parlé. Donc, oui, on doit la stimuler, mais de l'activité physique. Donc, pour moi, c'est de la marche, c'est d'aller jouer avec un ami, mais on s'entend pas au soccer, puis c'est pas non plus d'aller faire du ski alpin en fin de semaine parce que là, je peux pas faire mon sport. Donc, des activités non à risque de trauma, mais on va les encourager. Et elle doit être très adaptée, cette activité physique-là. Et je reviens avec ma batterie, comme je vous dis, il faut faire attention à la surcharge. On a des protocoles de retour au sport qui, eux, ont 6 étapes. La nouveauté, c'est que maintenant, ça a été très clair au dernier consensus en 2023,
À partir de l'étape 4, il doit y avoir un accord médical. Donc, il doit avoir une autorisation médicale pour pouvoir poursuivre et on doit être asymptomatique pour pouvoir aller plus loin. Donc, les étapes 4, 5, 6, c'est vraiment des étapes spécifiques au sport. C'est là où on reprend les activités plus d'agilité, les spécificités par rapport à la reprise du sport. L'étape 1, c'est le repos initial que je vous ai parlé. L'étape 2, c'est qu'on reprend l'activité physique progressivement dans le premier 48 heures. Et l'étape 3, c'est on augmente un petit peu l'intensité d'activité, mais toujours dans des activités non à risque de trauma. Comme je disais, l'étape 3, à partir de l'étape 4, 5, 6, l'important, c'est vraiment de faire attention d'évaluer le risque. On ne fera pas l'étape 5 où là, on réintroduit le contact tant et aussi longtemps que le jeune n'a pas réussi les autres étapes. Et ça, je vous dirais, c'est aussi très variable, la gestion. Donc, de façon générale, dans le consensus, on a dit asymptomatique après l'étape 3 pour pouvoir passer à l'étape 4 et autorisation médicale. Mais ça peut varier selon les milieux, donc que ce soit dans les milieux scolaires, selon les provinces et selon les pays. J'ai ajouté là-dedans le fameux qu'on appelle readiness. Je n'ai pas de bon terme, alors si quelqu'un a une bonne suggestion pour comment bien traduire readiness, là, on a juste trouvé des phrases, on n'a pas trouvé un mot pour le traduire. Je le mets entre guillemets. Il faut avoir un readiness physique, donc il faut que le jeune ait retrouvé ses réflexes, son aptitude, son agilité, sa coordination, mais il faut aussi qu'il ait son readiness psychologique. Et ça, c'est très variable d'un jeune à l'autre. Et ça, on est actuellement en train de mettre en place des études pour être meilleur à évaluer ça de façon un peu plus objective. Vous allez me dire, c'est très subjectif. Oui, mais d'être capable de le mesurer un peu mieux parce qu'on a des jeunes et on a suffisamment, je dirais, de preuves, beaucoup plus dans d'autres blessures que la commotion, que quand le jeune reste appréhensif, c'est un jeune qui est plus à risque de se reblesser. Donc, de plus en plus, vous allez entendre parler de ça au niveau de la commotion cérébrale. Et quand je disais retour au sport, tout à l'heure, j'en ai parlé un peu, c'est retour à tous les sports. Et quand je parlais retour à l'apprentissage, c'est retour à toutes les activités cognitives. Donc, il ne faut pas les oublier. Ça répète un peu ce que je vous ai déjà dit, mais on a des jeunes avec des agendas très chargés. Donc, il faut poser les questions parce que si on ne les pose pas, le jeune ne va pas nous dire il est venu, il s'est blessé au football et il va nous parler que du football, mais il oublie de nous dire toutes les autres choses qu'il fait autour. Ça, c'est un peu un exemple pour vous montrer que le retour à l'apprentissage et le retour au sport se fait très conjointement. C'est juste qu'avant de passer à l'étape 4 au niveau du sport, qui est en bleu, on doit avoir réussi l'étape 4 au niveau cognitif. Mais ces deux choses-là sont très malléables et on va progresser. Des fois, on va un peu stagner à l'étape 2 parce qu'au niveau cognitif, ça ne progresse pas. Parfois, on va être capable de passer rapidement à l'étape 3 parce qu'au niveau cognitif, ça a été super vite, puis ça a bien été, puis ça n'a pas été l'élément d'enjeu au niveau de la récupération. J'aime bien cette diapo-là parce que quand on était dans réhabilitation, je vous ai marqué selon les symptômes les différentes sphères atteintes. C'est une association américaine de sport qui a développé cette rose des vents-là qui démontre bien l'interaction de chacun. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la commotion cérébrale, il n'y a pas un symptôme spécifique à la commotion. C'est un diagnostic clinique, mais je vous dirais dans la réadaptation, il faut toujours aussi venir réévaluer ces différentes sphères-là. Parce qu'une sphère pourrait être dominante au tout début, nous camoufler d'autres symptômes un peu moins importants pour, par la suite, se rendre compte que, oups, le jeune, il traîne la patte, ça ne va pas bien partout, mais il y a un secteur qu'on a oublié. On le voit beaucoup avec tout le volet vestibulaire et visuel, qui a, je dirais, 10 ans, on n'en parlait pas vraiment. Maintenant, on se rend compte que quand on réadapte bien ce secteur-là pour le jeune pour qui ce domaine-là a été affecté, on améliore la rapidité de la récupération. Donc, c'est complexe, la commotion cérébrale, c'est multifactoriel, donc c'est pas rare que ça va prendre une approche multidisciplinaire. On s'entend, ce n'est pas tous les cas, il y a des cas qui évoluent bien rapidement, mais il faut quand ça dure au-delà du 20 jours, je vous dirais qu'il faut commencer à chercher un peu plus loin.
Si je vous résume, si j'essaie de résumer ce que je viens de dire dans à peu près les 20 dernières minutes en une diapo, le retour à l'apprentissage complet, la durée moyenne, c'est 8,5 jours. Donc, il ne faut pas s'attendre que le jeune, après 2 jours, il est prêt à faire tous ses examens de fin de saison. Fort probablement qu'il y a des accommodements à faire, surtout si ça arrive au mois de mai-juin. Le retour au sport, la durée moyenne pour les 13-18 ans, c'est 20 jours. La durée moyenne chez les plus de 18 ans, c'est 17 jours. Donc, il faut plus avoir en tête un mois que 2 semaines. Et c'est la durée moyenne. Donc, vous comprenez qu'il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. La sévérité des symptômes, comme je vous l'ai dit, prédit un peu notre temps de récupération. Plus j'ai un grand nombre de symptômes, plus j'ai des symptômes sévères, plus ça risque d'être long avant de récupérer et de retour à la normale. Le retour au sport, le retour à l'apprentissage se gère en parallèle, comme je vous l'ai montré dans la diapo, mais on ne doit pas faire un retour au sport de contact tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un retour à l'apprentissage normal et complet sans adaptation. Quand c'est plus d'un mois, on va de plus en plus suggérer une approche avec des intervenants de façon multidisciplinaire parce que là, on risque d'être avec un jeune qui a probablement un domaine qui est moins bien connu, qui n'est pas nécessairement bien géré dans la vie de tous les jours parce qu'on en voit moins des commotions cérébrales. Donc, d'aller chercher une expertise peut aider le jeune à ce moment-là à rentrer dans l'ordre. L'approche multidisciplinaire que je viens de mentionner, puis je le répète, et un élément important, on a souvent dit, les filles sont plus susceptibles que les hommes, mais dans les dernières études et dans ce qui a été présenté, le dernier consensus, il ne semble pas avoir de différence pour le temps de retour au sport entre les hommes et les femmes. On a besoin de plus d'études chez les femmes dans le sport, mais avec ce qu'on a actuellement, ce qu'on pensait être une tendance ne se démontre pas quand on regarde de façon plus globale toutes les études. Le rétablissement, c'est la grande question. Comment on fait pour dire qu'un jeune est 100% guéri et qu'il n'y a plus de problème? Je vous dirais, il n'y a pas, encore là, je reviens avec mon thermomètre, j'en ai pas de thermomètre qui me dit que là, le cerveau est revenu à la normale. Donc, c'est un ensemble de facteurs qu'on va regarder. Je répète parce que c'est souvent la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les récupérations plus lentes, si on a une importance des symptômes plus sévères, les jeunes qui sont connus pour des migraines, très souvent vont développer des syndromes migraineux pour lesquels on va devoir mettre en place parfois une médication pour les permettre de passer à travers et de retrouver un statut, je dirais, normal. Des jeunes qui ont des antécédents de santé mentale peuvent prendre parfois plus de temps à guérir. Donc, il faut les connaître, il faut bien... Je vous ai présenté tout à l'heure les différents facteurs dans l'historique. Il faut bien le connaître parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir dire, et parfois on va dire à un jeune, ta commotion est rétablie, mais ça a amené une détérioration au niveau de différents éléments que tu avais avant. Donc, il faut aussi ramener ça à la normale. J'ai mis le TDAH, donc les troubles d'apprentissage et les troubles des déficits d'attention et hyperactivité. On a longtemps cru que ça rendait les jeunes plus vulnérables à avoir des symptômes plus longtemps. Ce qu'on s'est rendu compte maintenant, c'est fort probablement que la commotion peut déstabiliser le problème qui était contrôlé. Donc, très souvent, on va devoir faire des ajustements, que ce soit au niveau de la médication, au niveau des accommodements, le temps que la commotion cérébrale guérisse, pour après ça être capable de revenir à son ancienne médication ou gestion. Le rétablissement, on le regarde sur 3 volets, je dirais. Le volet clinique, donc on ne veut plus de symptômes, on veut qu'ils soient résolus et sans aucun... Au niveau de l'apprentissage, qu'au niveau fonctionnel, il n'y ait plus aucune accommodation, donc il n'y ait plus besoin de quelqu'un pour prendre des notes, qu'il n'y ait plus besoin de plus de temps pour faire ses examens. Au niveau du sport, on veut que ce soit un retour complet. Encore là, plus de restrictions. Il est capable de faire l'entraînement qu'il faisait toujours, sans risque. L'élément où on n'est pas encore très bon, où on a encore besoin beaucoup de recherche, c'est au niveau physiologique. Il y a différentes études qui se sont faites, que ce soit au niveau de la neuroimagerie fonctionnelle, où ça nous démontre qu'effectivement, quand on fait une résonance magnétique fonctionnelle qui est utilisée en recherche, pas accessible en clinique, on voit des zones du cerveau qui ne travaillent pas de la même façon. Mais ces perturbations-là peuvent durer plus longtemps que ce qu'on note au niveau clinique et au niveau fonctionnel. Donc, on a encore beaucoup de difficultés à savoir exactement quand est-ce que le cerveau est totalement guéri et on n'a pas de bons marqueurs.
Vous avez tous lu des articles de journaux sur les différents biomarqueurs, que là, on fait une prise de sang, puis avec ça, on va pouvoir garantir que c'est une commotion cérébrale. Quand des études à plus large échelle sont regardées sur ces études-là, on se rend compte qu'il n'y a pas un biomarqueur qui est spécifique. La plupart de ces biomarqueurs-là sont sensibles aussi à autre chose et leur présence dans le sang perdure. Donc, encore là, on n'est pas capable de dire est-ce que oui, c'est un diagnostic et est-ce que c'est ça la mesure qui fait qu'il est complètement guéri ou pas. Et au niveau génétique, je dirais, on n'a vraiment pas assez d'études parce qu'il y a beaucoup de questionnements à savoir est-ce qu'il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques avec une vulnérabilité au niveau du cerveau plus grande qu'un autre. Donc, au niveau rétablissement, je vous dirais, ça suit dans le diagnostic. Je dis que le diagnostic, c'est un diagnostic clinique qui cumule un ensemble de facteurs qui me permettent de dire la probabilité que c'est une commotion est plus grande que la non-probabilité. Le rétablissement, c'est un peu la même chose. C'est de suivre mon jeune dans les différentes sphères que je vous ai montrées. Et c'est beaucoup plus ça maintenant. C'est de s'assurer que chacune des sphères que j'ai parlé est évaluée, qu'on sait exactement où on en est, pour là être capable de dire oui, on peut considérer que tu es rétabli, mais ça demeure une évaluation clinique multifonctionnelle. Les risques de séquelles, à court terme, on en a parlé, je vous en ai mentionné tout à l'heure. Le fameux syndrome du second impact, puis dans la prochaine diapo, je vous en parle un petit peu plus. Ce qui est important à retenir, le danger, c'est le décès. Donc, c'est quand même pas quelque chose de banal. Il ne faut pas oublier les séquelles à moyen et à long terme. Donc, les séquelles à moyen terme, on peut parler d'un jeune qui demeure avec des symptômes pendant plusieurs mois, donc qu'on appelle le syndrome post-commotionnel ou les symptômes persistants, chez qui on doit aller beaucoup plus loin pour s'assurer est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut traiter, qu'on peut aider de façon à accélérer ou favoriser la guérison. À long terme, vous avez probablement vu le film sur l'encéphalopathie traumatique chronique où il y a des études dans les cerveaux post-mortem. On a maintenant une nouvelle charte qui vient de sortir pour un diagnostic clinique de potentiel risque de développer cette maladie-là. C'est tout nouveau, ça a été approuvé en été ou au début d'automne 2022. Donc, c'est quelque chose qui, de plus en plus, on va utiliser dans nos outils. Et le post-mortem, il n'y a plus vraiment de doute maintenant qu'il peut y avoir des séquelles à long terme. Ce qu'on comprend mal dans les séquelles à long terme, c'est quels sont les facteurs prédisposants à ça. Donc, le syndrome du second impact, ça a été décrit pour la première fois en 1973 suite à deux jeunes athlètes qui ont eu des commotions répétées, dont la deuxième a amené un décès. Il y en a à peu près 17 rapportés dans le monde. La majorité de ces cas-là sont des jeunes de 18 ans et moins. Le débat est beaucoup dans le monde scientifique versus le monde de la commotion cérébrale dans le sport. C'est est-ce que c'est un état spécifique ou c'est une cascade qui est décrite chez le jeune enfant qui a un trauma à la tête parce qu'il y a un cerveau immature. Physiologiquement, son cerveau est un peu plus vulnérable pour avoir des règlements internes et emmener la cascade qui peut emmener le décès. Donc, la cascade, pour le syndrome du second impact, c'est il y a un premier impact, le jeune est encore symptomatique, son cerveau est vulnérable, donc son fonctionnement intracellulaire n'est pas adéquat. Il y a un deuxième impact, son cerveau n'est pas capable de gérer l'énergie demandée. Ça amène un édème cérébral qui peut à ce moment-là très rapidement, en 2 à 5 minutes, provoquer la mort. Il y a depuis ces cas-là rapportés, différents pays ont fait des lois. Les États-Unis sont celles qui en ont probablement le plus. Il y a une loi dans presque tous les États maintenant. La première a été à Washington, la loi suite au cas de Zachary Listed. Au Canada, c'est en Ontario, donc le Rowan Law, qui a été voté en 2018, qui encore là a été voté suite au décès d'une jeune fille de rugby de 17 ans qui a eu 3 commotions en une semaine. Donc, elle a eu sa première commotion, a été retirée. À sa deuxième commotion, elle est sortie à sa première commotion. Deuxième commotion, elle n'a pas dit à personne. Elle a continué à jouer. Et sa troisième commotion a fait qu'elle a été hospitalisée et
j'aurais dans le coma, dans les soins intensifs pour décéder quelques jours plus tard. Elle disait elle-même, il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller jouer à moins que je meure. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Donc, au Canada, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, il y a des projets de loi pas encore adoptés. Et au Québec, on n'a pas une loi, mais il y a tout le protocole que le MELS a mis en place, les fiches que je vous ai montrées pour justement mieux encadrer. Et comme je disais, c'est vous, les dirigeants, qui pouvez le plus avoir d'impact sur ce changement de culture-là et pour éviter ce type de situation-là. Je me répète, mais il y a des études sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prise en charge des commotions et l'environnement culturel, que ce soit au niveau de l'équipe, au niveau du milieu de vie du jeune. Quand le jeune sait qu'il peut nommer la commotion et être pris en charge sans être stigmatisé, il va être beaucoup plus enclin à nommer et à aller rapporter sa commotion qu'un milieu qui, je dirais, ne valorise pas le fait de dire « oui, j'ai un problème, il m'est arrivé une blessure ». Réduction des risques, prévention, donc je suis presque à la conclusion. 3 niveaux de prévention qu'on va toujours parler, dont la prévention primaire, c'est on veut empêcher la commotion d'arriver. La prévention secondaire, on veut mieux prendre en charge la commotion. Et la prévention tertiaire, c'est on veut limiter les complications à long terme. On a vraiment beaucoup d'études qui ont été faites et ça, le groupe de Calgary a beaucoup contribué à améliorer ce volet-là, à nous permettre d'évoluer un peu plus au niveau de la meilleure compréhension, au niveau de la prévention. On a longtemps, très longtemps, pour ceux qui sont dans le domaine du hockey, parlé des protecteurs buccaux, donc les mouth guards. Ça sert pas, ça protège les dents, oui, mais est-ce que ça protège les commotions? On a quand même des études maintenant qui nous démontrent qu'au hockey sur glace, ça peut diminuer jusqu'à 28 % le nombre de commotions cérébrales, et ça, c'est vrai, peu importe l'âge du participant. Donc, oui, le port de protecteur buccal peut avoir un impact sur la diminution du nombre de commotions cérébrales. Au niveau de la visière, on se rend compte, encore là, au niveau hockey sur glace, la visière intégrale versus la demi-visière, ça ne semble pas diminuer le nombre de commotions, mais ça semblerait diminuer la sévérité de la commotion. Donc, le temps perdu hors jeu serait moindre chez les gens avec une visière intégrale que les gens avec une demi-visière. Au niveau des casques, que ce soit football, soccer, lacrosse, rugby, il y a une tendance, quand j'ai marqué NS, ça veut dire que c'est non significatif, il y a une tendance vers une diminution de commotion, mais on n'a pas encore assez d'études pour être capable de conclure que oui, ça a un impact réel. Et pour ceux d'entre vous qui auraient vu de la publicité, parce qu'il y en a eu pas mal, sur le fameux collet cervical de compression cellulaire, jusqu'à présent, aucun impact sur la prévention de commotion cérébrale. Belle publicité, mais scientifiquement, pas nécessairement d'impact. Au niveau des règlements, c'est un des éléments qui joue le plus, parce que si vous regardez mes chiffres, c'est là où on a les plus gros chiffres de diminution de commotion cérébrale. Vous êtes probablement tous au courant de l'étude qui avait comparé l'Ouest versus l'Est sur la mise en échec chez les jeunes au hockey sur glace. Et oui, effectivement, quand on enlève la mise en échec au hockey sur glace, on diminue de 58 % le risque de commotion. C'est quand même un changement de règlement qui a eu un impact majeur. Même chose au niveau du football. On a suffisamment d'études maintenant pour démontrer que de diminuer le nombre d'entraînements avec impact au football diminue le nombre de commotions jusqu'à 64 %. Donc, encore là, changement de règlement avec un impact direct majeur sur le nombre de commotions survenues. Et la tolérance zéro par rapport à l'impact à la tête, par exemple au soccer, à la crosse, encore là, tendance vers une diminution de commotion, mais pas suffisamment d'études pour être capable de conclure à une valeur significative ou non significative. On a aussi beaucoup de choses qui se travaillent, quand je vous dis on travaille sur différentes sphères pour essayer de voir comment on peut prévenir. On voit que certains types d'entraînement peuvent contribuer à peut-être mieux préparer le jeune à recevoir le choc, donc diminuer l'impact au niveau de la tête. L'entraînement visuel au football, quand même 85 % de diminution de commotion cérébrale chez les jeunes qui avaient eu un entraînement visuel versus non. L'entraînement cognitif au hockey, diminution de l'impact à la tête possible aussi. L'entraînement neuromusculaire, donc agilité, gestes spécifiques, warm-up très spécifique pour amener une meilleure stimulation neuromusculaire, quand même une diminution de 60 % au niveau des commotions cérébrales.
Et l'éducation, je vous parlais tout à l'heure, donc l'éducation des coachs, qui comprennent mieux ce qu'est une commotion cérébrale, comment on doit la prévenir, comment la reconnaître, encourager, dénonciation, mon terme n'est pas bon, mais le rapport de commotion cérébrale, quand il y en a un, amène une diminution des commotions cérébrales par une meilleure prise en charge immédiate. La prévention secondaire, bon, la prise en charge, ça aussi, on a de bonnes études qui nous démontrent que pris tôt, donc quand on voit un jeune, il rapporte sa commotion cérébrale, on prend en charge dès le départ, on a vraiment une diminution du nombre de récidives. Donc, c'est quand même significatif et je vous dirais, je ne l'ai pas marqué là, mais on a aussi des études qui nous démontrent que quand le jeune est pris en charge, son temps de récupération est aussi plus court. Vous allez me dire, bien, c'est 20 jours. Oui, on ne descend pas avant 20 jours, mais une étude récente qu'on a faite, entre autres, à l'Institut pour comparer les jeunes qui sont chez nous, qu'on prend en charge immédiatement, et les jeunes qui nous sont référés des fois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, leur délai, on était presque du simple au triple. Donc, le délai de consultation post-commotion augmente aussi le délai de récupération. Donc, vraiment important d'avoir un protocole en place, vraiment important de faire connaître le protocole et je dirais l'acceptabilité du protocole est la clé pour pouvoir faire en sorte que le jeune n'a pas peur d'aller dire qu'il y a une commotion et qu'il est pris en charge immédiatement. Dans les autres facteurs où on a des diminutions, mais là, on a besoin de plus d'études encore, où on peut avoir une intervention, je parlais, bon, éviter que le jeune continue avec sa commotion, le délai de consultation, mais les surfaces de jeu. Donc, il semble y avoir une diminution de commotion cérébrale quand on compare les surfaces synthétiques versus les surfaces naturelles. Et bon, les autres qui, je n'ai pas de chiffres, mais qui sont à l'étude et qu'on regarde, c'est la taille des terrains, les techniques de tackle, l'insomnie, les poids gonflement des ballons, par exemple, au soccer. Donc, ce sont tous des choses qui, actuellement, il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour voir que si on travaille sur ces facteurs-là, est-ce qu'effectivement, on va pouvoir diminuer le risque et l'apparition de commotion cérébrale. Donc, quand même, beaucoup de choses qui se font en prévention, sujet de plus en plus, je dirais, d'intérêt, tant au niveau de la recherche qu'au niveau clinique, mais avec des répercussions très immédiates là, sur le terrain. Donc, si je résume, protégeant, oui, ça peut protéger. Arrêter, bon, interdire la mise en échec quand ce n'est pas nécessaire, oui, ça réduit. Les entraînements avec impact au niveau du football, diminution des entraînements avec impact, diminution du nombre de commotions. Des programmes d'entraînement spécifiques, je reviens au neuromusculaire, c'est celui-là qu'on a le plus d'études, et l'implantation de protocoles de prise en charge. Retraite, rapidement, c'est souvent la question. Vous avez probablement entendu certains dire, bon, 3 commotions à vie, c'est les fins. On n'a pas. Il n'y a pas de chiffre miracle, il n'y a pas de nombre précis. C'est beaucoup plus tout l'ensemble des facteurs que je vous ai parlé qui vont nous permettre de commencer à parler à un jeune, est-ce que oui ou non, on doit penser à la retraite. Il n'y a pas d'études valides. Donc, malheureusement, dans le dernier consensus d'Amsterdam, on souhaitait amener des règles et des recommandations beaucoup plus structurées. Malheureusement, on a besoin de plus d'études pour pouvoir y arriver. On n'a aucune évidence de contre-indication absolue. Donc, c'est vraiment l'importance de faire une évaluation multidisciplinaire dans l'ensemble des domaines, de vérifier chacun de ces domaines-là avec le jeune avec qui on fait affaire pour être capable, après ça, de voir quelles sont les séquelles ou pas. Dans les facteurs importants à considérer, l'historique que je vous ai parlé, donc fréquence, durée, intervalle entre les commotions. Les facteurs spécifiques au sport, le type de sport, est-ce qu'un sport à haut risque versus un sport à moyen risque, à faible risque. L'expérience du jeune dans son sport, est-ce qu'il y a vraiment toutes les aptitudes, est-ce qu'il a acquis tout le contrôle moteur nécessaire ou pas pour pouvoir continuer dans ce sport-là. Quel est son style de jeu? Si c'est un bagarreur, bien, son risque est plus grand que si c'est un joueur tactique. Les facteurs psychologiques que je vous ai parlé, le fameux readiness, il est important parce qu'on sait maintenant que ça, parfois, ça m'est arrivé de dire à un jeune, il demeure trop appréhensif, donc le risque de avoir une commotion, donc c'est un outil important et on doit retravailler pour avoir des meilleurs outils pour aller travailler ça puis aider le jeune, des fois, à juste regagner la confiance en soi. On a tous les autres éléments, mais ça, c'est pas là.
on est capable de le travailler. L'âge, je n'ai pas beaucoup parlé des jeunes, sauf vous donner quelques statistiques, mais oui, chez nos jeunes enfants, on doit être plus prudent, plus conservateur. Si jamais on a des anomalies à l'imagerie, bien, on s'entend, on est dans autre chose et là, on doit agir, et selon les règlements, bien entendu. Donc, si je vous résume en même pas 5 minutes, la dernière heure que je viens de parler, il n'est pas nécessaire de perdre conscience ou d'avoir un coup à la tête pour une commotion. Aucun retour au jeu le jour même dès qu'il y a une suspicion. Importance de reconnaître précocement, donc rapidement la jeune et de le référer à des professionnels formés. Puis en l'absence de professionnels, on a une approche plus conservatrice. Le repos, oui, mais pas trop. L'activité physique est importante, mais on veut juste doser l'énergie. On reprend les activités tôt, mais des activités à faible risque. On y va progressivement dans la progression de l'activité physique. La récupération subjective, donc le jeune va vous dire qu'il va bien avant même que tous les symptômes aient disparu. La population pédiatrique, on fait attention, on est encore plus prudent et encore plus conservateur. Et plus que jamais, le retour à l'apprentissage doit être complet avant le retour au sport. Et la communication, elle est au cœur de, peu importe le niveau du jeune, elle est au cœur de la gestion de la commotion. Faut, sans alarmer ni dramatiser, il faut quand même être conscient des impacts à long terme. Donc, il faut y penser, les avoir en tête et travailler pour éviter ça. La prévention, elle existe. Je vous ai donné des études. Maintenant, on a des chiffres. On est capable de démontrer que la prévention a un effet positif. Et la recherche est l'outil avec lequel on continue de travailler le plus de façon à être capable de mieux encadrer, mieux comprendre. Quand je vous disais au niveau physiologique, on n'est pas encore capable physiologiquement de dire à quel moment le cerveau est rétabli. Je compare souvent une fracture, c'est facile. Je fais une radiographie, je vois le trait de fracture, je fais des radiographies 6 à 8 semaines plus tard, j'ai un cal osseux, la fracture est guérie, puis 12 semaines plus tard, mon os est comme normal. Je n'ai malheureusement pas cette mesure-là au niveau du cerveau. Donc, la recherche est encore très importante pour nous permettre d'être de meilleur en meilleur. Je dirais, en 2001, quand on a commencé les consensus au niveau de la commotion cérébrale, on parlait du volet cognitif uniquement. On pensait que c'était que ça qui était atteint. Aujourd'hui, on parle d'atteinte visuelle, d'atteinte vestibulaire, d'atteinte cognitive, d'atteinte du sommeil, d'atteinte psychologique, d'atteinte neuromotrice. Donc, on a mieux compris les différents impacts, on intervient mieux en équipe multidisciplinaire. C'est tout. Merci.